d'opération Aïe. Lui, c'est Dr. Chris. Et lui, Dr. Xand. Oui, on est jumeaux. Vous savez que votre corps est extraordinaire? Vous allez le découvrir avec nous. Nous allons vous révéler les rouages de votre organisme. J'ai un gros trou dans la tête. Grâce à des expériences époustouflantes, Ta voix est ridicule. On dirait une souris. et nous allons repousser les limites de notre corps Allez, c'est parti. pour vous démontrer les pouvoirs extraordinaires de votre corps. Ah non! Restez avec nous, on va bien s'amuser. Aujourd'hui, au sommaire d'Opération Aïe. Rachel et Tig arrivent aux urgences. Chris observe une sangsue assoiffée de sang se régaler sur son bras. On découvre qui a les plus grosses amygdales. Et on suivra les ambulanciers pendant une mission d'urgence. Nous devons découvrir pourquoi il est tombé. Est-ce qu'il a une infection? Est-ce que son taux de sucre dans le sang est trop bas? Nous vous donnons un accès exclusif au service d'urgence d'un hôpital. Voyons qui est notre premier patient. À l'hôpital Alder Hey de Liverpool, Rachel, 14 ans, est aux urgences. Et elle ne peut pas fermer sa bouche. C'est pas sympa. Mais pour de vrai, elle ne peut pas fermer la bouche. Qu'est-ce qui est arrivé à Rachel? Je crois que je suis bloquée la mâchoire. Ah, je vois. Elle s'est déboîtée la mâchoire. Je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle à cela. J'ai mordu le canapé. Mordu quoi? J'ai cru qu'elle disait qu'elle avait mordu le canapé. C'est bien ça. J'ai mordu le canapé. Tu vois? Elle faisait l'idiote. Non mais, comment ça a pu arriver? Rachel était chez elle, sur le canapé. Elle s'ennuyait. Rien à la télé, rien d'intéressant à lire, rien à faire. Rien du tout. Mais elle s'est transformée en requin? C'est parce qu'elle tournait en rond autour du canapé comme un requin autour de sa proie, à la recherche de quelque chose d'amusant à faire. Ah, je vois. Soudain, une idée lui est venue. Est-ce que sa bouche est assez grande pour croquer dans la coudoir? Une seule façon de le savoir. Elle a ouvert grand la bouche et a mordu le canapé. Sa mâchoire s'est complètement bloquée. Aïe! C'est vraiment plus difficile de parler comme ça. Plus difficile de quoi? De parler. D'accord. J'arrive pas à dire et j'arrive pas à faire les normalement. On fait tous des bêtises qu'on ne refait plus après. J'arrive pas à croire qu'elle ait recommencé. Ça lui est déjà arrivé? C'est que la deuxième fois. Sérieux, Rachel, faut arrêter de manger les meubles. Voici Dr. Shrouk Messael. Elle va s'attaquer au problème de la grande bouche de Rachel. C'est parti. Ça te fait mal où? Montre-moi, ne parle pas. Des deux côtés? D'accord. On va te donner un médicament puissant contre la douleur. Tu l'as déjà eu. Je vais mettre des gants et je vais tenter de la remettre en place. Ouais. Ça va aller? Que se passe-t-il dans la mâchoire de Rachel? Dans la tête, on a 20 os qui composent le crâne. 2 d'entre eux forment la mâchoire. La mandibule, l'un des os les plus puissants de notre squelette, et le maxillaire. Ils sont reliés par une articulation qui permet d'ouvrir et de fermer la bouche. L'articulation de Rachel, c'est désarticulée. Avant que le docteur Shrouk commence, elle doit réussir à détendre les muscles de Rachel. L'infirmière Tammy lui administre un puissant antidouleur par le nez. Eh oui, elle ne pourrait pas l'avaler, pas vrai? Ce que je vais tenter de faire, c'est de pousser sur la mâchoire pour la faire rentrer. La remettre à sa place. On va laisser l'antidouleur faire effet. On reviendra plus tard voir comment le docteur Shrouk attaque de front la mâchoire de Rachel. Voici notre laboratoire, où nous allons repousser les limites de notre corps pour vous montrer son fonctionnement. Ah, ça fait mal! Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Aujourd'hui, on évoque le cerveau. Le corps humain est une machine impressionnante, mais elle ne peut rien faire sans un cerveau. Votre cerveau est ce qui fait de vous, vous. Mais il dit aussi quoi faire aux différentes parties de votre corps. Donc, si je veux bouger les doigts, je dois envoyer un signal électrique d'ici à là. Et il se déplace vraiment très vite. Il va à plus de 400 km/h, ce qui est plus rapide qu'une voiture de course de Formule 1. Donc, nous voulons plus d'informations sur l'endroit du cerveau d'où ces signaux partent. Et pour le découvrir, nous allons utiliser cet appareil de stimulation magnétique transcrânienne à choc multiple.
C'est un gros aimant. Mais c'est un gros aimant hyper cool. Il envoie des impulsions magnétiques au cerveau qui interfèrent avec les signaux électriques envoyés par le cerveau lui-même. On peut donc l'utiliser pour comprendre quelle partie du cerveau fait quoi. Faisons tourner cet embrouilleur de ménage. Chris, tout d'abord, je veux que tu lèves le doigt de la main gauche et que tu te le mettes dans le nez. Parfait, tu as fait ça très bien. Maintenant, je vais te demander de recommencer, mais cette fois, je vais essayer d'interférer avec l'embrouilleur de ménage. Alors Chris, quand tu es prêt, mets-toi le doigt dans le nez. À chaque fois que le doigt de Chris remue, c'est que l'aimant ou l'embrouilleur de ménage interfère avec les signaux de son cerveau. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à mettre le doigt dans son nez. Tu l'as raté? Et l'embrouilleur de ménage nous permet de savoir aussi quelle partie du cerveau de Chris contrôle sa main gauche. Je me tiens à droite de Chris, mais c'est sa main gauche qui a bougé, et c'est parce que notre cerveau est branché à l'envers. Donc le côté droit de son cerveau contrôle le côté gauche de son corps, et vice-versa. Maintenant, nous allons essayer de l'autre côté. Tu es prêt? Vas-y. Maintenant, j'interfère avec le côté gauche du cerveau de Chris, et regardez, sa main droite fait n'importe quoi. Je boirais bien un petit thé. C'est une excellente idée. En fait, c'est moi qui vais boire du thé, et il est froid. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai bien envie de m'amuser un peu avec cet embrouilleur de ménage. Et voilà. L'embrouilleur de ménage interfère avec les signaux normaux de notre cerveau et nous fait faire n'importe quoi. Les équipes d'intervention d'urgence doivent se rendre sur les lieux d'un accident rapidement. Et il y a de nombreux moyens différents pour le faire. Nous embarquons avec les services d'urgence britanniques qui vont nous conduire dans le feu de l'action pour sauver des vies. C'est au tour de Xand d'aller en intervention. Je vous donne un accès exclusif à une équipe médicale de premier ordre. Chaque année, ils répondent à près d'1 million d'urgences médicales. J'embarque dans ce véhicule d'intervention rapide dernier cri pour vous montrer plus en détail le travail vital que font ces ambulanciers. Je suis prêt à l'action. Nous sommes avec les ambulances des West Midlands, qui disposent de plus de 800 véhicules d'intervention pour sillonner les routes et venir à votre secours. En service avec moi aujourd'hui, l'ambulancière Jan Van. Nous sommes en voiture, prêts à foncer vers l'intervention qui vient de nous être signalée. Tout ce qu'on a pour le moment, c'est une adresse. Le standard traite des milliers d'appels d'urgence, nous envoie les informations sur le patient et nous briefe par la radio quand nous sommes en route. J'ai reçu un peu plus d'informations. Quelqu'un a fait une chute et s'est fait mal au bras. Sur place, je filmerai avec ma caméra pour que vous soyez au cœur de l'action. 3 minutes et demie plus tard, on est sur place. À notre arrivée dans la maison, je trouve Frank avec sa fille. Il est assis par terre dans le salon, incapable de bouger. Frank, vous savez pourquoi vous êtes tombé? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Je voulais aller de là au fauteuil roulant. D'accord. J'ai essayé d'atteindre cette chaise Depuis combien de temps vous êtes par terre? depuis 7 heures ce matin. Oh, ça fait 6h30. Frank est un patient que Jan a déjà soigné. Il a plusieurs soucis de santé. Nous devons découvrir pourquoi il est tombé. Est-ce qu'il a une infection? Est-ce que son taux de sucre dans le sang est trop bas? Est-ce qu'il a fait une attaque? Jan commence un examen médical complet pour comprendre pourquoi Frank a pu tomber ce matin, alors qu'il effectue ce déplacement du canapé jusqu'au fauteuil roulant tous les jours. Vous paraissez un peu encombré. Vous avez été enrhumé récemment? J'arrive pas à me débarrasser d'un rhume que j'ai depuis quelques semaines. Bon. Je crois qu'il a un début de cellulite infectieuse. Ouais. Je crois que sa jambe est à nouveau infectée. Ce qui avait commencé pour Frank comme une simple chute d'un fauteuil devient de plus en plus compliqué quand on écoute ses réponses. Il est diabétique, il a de la température, sa respiration est laborieuse, il a un peu de peau infectée sur la jambe. On va vous redresser. Ses soucis de santé sont si nombreux qu'il faut que Frank aille à l'hôpital. Pour ce faire, l'ambulance arrive avec un appareil génial pour déplacer Frank rapidement et sans danger. Ils ont du matériel vraiment cool. C'est une espèce de coussin gonflable qui va soulever Frank. Grâce à ce coussin gonflable, Frank est relevé en seulement quelques minutes. Attendez, Et voilà, Frank est en route pour l'hôpital. Les ambulanciers comme Jan ne sont pas formés que pour identifier les problèmes immédiats, mais aussi pour rechercher plus précisément ce qui pourrait avoir déclenché l'accident, afin que les patients bénéficient des soins appropriés. D'habitude, il se débrouille tout seul chez lui. Il fait attention, il passe tous les jours du fauteuil du salon au fauteuil roulant, mais aujourd'hui, à cause de la fièvre, il n'a pas eu la force ou l'énergie de le faire seul. C'est pour ça qu'il est tombé.
Comme nous sommes arrivés sur place seulement 3 minutes et demie après l'appel au secours, Frank peut bénéficier des soins dont il a besoin à l'hôpital. Grâce aux équipes de secours mobiles à travers tout le pays, des professionnels de santé peuvent venir à votre aide en quelques minutes. À suivre. On retire des amygdales embêtantes. On vous montre comment bluffer vos copains avec des tours étonnants. Et on donne à ces sangsues affamées un petit goûter qu'elles prendront directement sur mon bras. Mais d'abord, saviez-vous que notre corps compte plus de 600 muscles? On en utilise 200 pour faire un seul pas et presque chacun d'entre eux pour lancer un ballon. Waouh, c'est extraordinaire, comme ce qui va suivre. Nous sommes au sud de Londres, un paysage urbain déserté, l'endroit idéal pour vous montrer un spectacle sensationnel. On va faire un petit tour dans les airs. Aucun câble n'est caché et ce ne sont pas des images truquées. Il faut juste du talent et des muscles carrément impressionnants. Voici Tim Sheaf, le câble humain. C'est le champion du monde de freerun. Son corps est extraordinaire. Tim a commencé le freerun à 16 ans. C'est un professionnel. Alors n'imaginez même pas tenter ça chez vous, ou dehors, ou même où que ce soit. Avant de commencer un nouveau run, je vérifie tous les obstacles, c'est primordial. La sécurité avant tout. On vérifie que les murs ne présentent pas de défauts, comme des briques décellées. On dirait Spider-Man. Nous ne voulons pas non plus endommager l'environnement où nous pratiquons. Saviez-vous que Tim est l'un des rares freerunners à maîtriser l'équilibre sur une main? Comment le corps de Tim parvient-il à défier la gravité? Pour soulever tout le poids de son corps, il faut toute la puissance des muscles deltoïdes des épaules de Tim. Dans les jambes, il a d'extrêmement puissants quadriceps, les 4 muscles à l'avant des cuisses. Sa spécialité, le drapeau humain. Une figure qui requiert des muscles abdominaux et latéraux de folie pour lever les jambes très haut en l'air. Ça, c'est extraordinaire. Xand, c'est impressionnant. Vraiment? Non. Retournons maintenant aux urgences pour voir comment va notre patiente. Rachel, 14 ans, est à l'hôpital parce qu'elle s'est déboîté la mâchoire. Elle s'ennuyait chez elle, n'ayant rien à faire. Alors elle a ouvert grand la bouche et a mordu le canapé. On ferait n'importe quoi quand on s'ennuie. Heureusement, le docteur Shrouk Messael va la soulager. Maintenant que Rachel a pris un médicament pour relâcher ses muscles, on peut s'attaquer à cette mâchoire bloquée. Essaie d'éviter de me mordre, ma grande. J'ai saisi sa mâchoire en posant mes pouces bien au fond et j'ai poussé vers le bas très fort. J'étais à genoux contre le lit pour appuyer de tout mon poids. Ça peut paraître impressionnant, mais la mâchoire est l'un des os les plus puissants du corps. C'est bien, continue. Ça va? On dirait que ça a marché. Oh, oui. Elle est débloquée? Ouais. Super. Ah, génial. C'était rapide. Je l'ai pas senti se remettre. Quand j'ai lâché la mâchoire, elle a pu serrer les dents à nouveau. Les dents du bas ensemble. Mes pouces aussi ont eu mal. D'accord. Rachel peut enfin fermer la bouche. Mais par précaution, elle passe une radio pour vérifier que tout est bien en place. Les clichés sont envoyés au médecin directement. Maintenant que tu peux ouvrir et fermer la bouche, qu'as-tu à dire pour ta défense? J'ai compris tout de suite. Tu avais la moitié du canapé dans la bouche. Et il faut qu'elle arrête de tout mordre. Bonne idée. Les radios sont arrivées et tout a l'air normal. Dis Ouistiti. Dr Shrouk souhaite examiner la mâchoire de Rachel une dernière fois. Les radios de Rachel montrent que tout est en place. Les radios sont bonnes. Tout a l'air normal. Sa maman vérifie que tout est normal. On dirait, oui. On dirait. Ça fait que 14 ans qu'elle vit avec vous. Au moins, Rachel saura se reconnaître. Tu es comme d'habitude? J'en sais rien. Tu n'en sais rien? Il n'y a pas de miroir chez vous? Peut-être qu'elle les a tous mangés. Vu que personne n'a l'air sûr de lui, Dr Shrouk décide de compléter sa prescription. Rachel, tu vas adorer. On va devoir te bander la tête. D'accord. Je te l'avais dit. Oui. Je vais être ridicule. Oui, mais au moins, ça va maintenir ta mâchoire en place. Je voulais sortir demain, mais ça va pas être terrible. J'aimerais te dire que ce sera joli, mais en fait, c'est pas le cas.
Au moins, ta maman va faire en sorte que personne ne te voit déguisée en demi-momie égyptienne. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Range ton téléphone. Pas de photos. Cette photo va faire le tour du quartier, mais la pauvre Rachel va pouvoir rentrer chez elle. Je vais rentrer à la maison et affronter mon père et ma sœur. Ils vont pouvoir se moquer de moi. Mais non, personne ne va se moquer, promis. Je suis contente qu'elle ait pu être soignée, même si elle a dû repartir avec un bandage autour de la tête. On va vous montrer un tour incroyable. Vous voulez savoir comment faire pour empêcher vos copains de contrôler les mouvements de leurs pieds? Alors, je veux que vous avanciez le pied droit et que vous le leviez devant vous. Et maintenant, faites des cercles avec, comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Imaginez une horloge face à vous. Je veux que vous fassiez des cercles dans le même sens que les aiguilles tournent. Très bien. Donc tout le monde y arrive. C'est facile, pas vrai? Eh bien, sans même vous toucher, je peux vous en empêcher. Maintenant, vous allez lever l'index de la main droite, d'accord? Et je veux que vous traciez le chiffre 6. Bien grand, comme ça. Et vous allez continuer à le faire. Et voyez si vous pouvez continuer à tourner votre pied tout en écrivant le chiffre 6. Très bien. Alors, qui a deviné pourquoi vous n'arrivez pas à faire les deux? Toi? Parce que le doigt bouge dans le sens inverse du pied et ça embrouille le cerveau. Bravo, Tess. Quand on dessine le chiffre 6, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand le pied bouge dans le sens inverse, le cerveau s'embrouille et il essaye de le bouger dans le même sens. Votre cerveau a beaucoup de mal à coordonner deux cercles, un allant dans ce sens et l'autre dans le sens inverse. Mais certains ont découvert que si vous écrivez le chiffre 6 dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est très facile parce que tout tourne dans le même sens. J'ai trompé vos cerveaux. C'est pour cela qu'ils n'y arriveront jamais. On parie que vous non plus. Nous allons rejoindre l'hôpital pour voir ce qui s'y passe. Aujourd'hui, nous sommes en salle d'opération. Ah! Vous voyez mes amygdales? Ah! Vous ne pouvez pas parce qu'on me les a enlevées quand j'avais 6 ans. Mais ces amygdales, qu'est-ce que c'est au juste? Et qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi les miennes ont été enlevées? Je suis de garde avec l'équipe des amygdales pour le savoir. Les amygdales se trouvent à l'arrière de la gorge. Mais pourquoi sont-elles là? Voici le docteur Anand Kasbekar, spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge. On ne sait pas exactement quel est le rôle des amygdales. Pardon? Mais on s'en doute. Elles combattent les microbes. Ce sont les lignes de défense du corps. Pourquoi elles s'infectent à leur tour dans ce cas? Parfois, elles sont trop sollicitées et les amygdales grossissent. Elles sont inflammées et ça fait mal. Quand leur inflammation est douloureuse, il faut parfois se les faire enlever. Mais pas d'inquiétude, le corps peut très bien fonctionner sans elles. Beaucoup d'autres ganglions et d'autres parties du corps, comme les amygdales, combattent les infections. Donc si vous n'avez plus vos amygdales, ce n'est pas grave. C'est rassurant. Nous allons assister à une ablation des amygdales. Allons voir qui est dans le service pour cette opération. Je vous présente Bailey. À ton avis, quelle taille font tes amygdales? Je crois qu'elles vont être grosses comme ça. Waouh! Tu penses qu'elles seront très grosses alors? Montre-les-moi. Ne faites pas attention aux trucs qui pendent au milieu. Les amygdales, elles sont là. Ces amygdales sont absolument énormes. Elles sont grumeleuses, elles sont grosses. Il faut vraiment les lui enlever. Qu'est-ce que t'en dis? Dans le service de chirurgie aussi, voici Amber. Tu peux me faire un ah? Oh, je les vois. T'as fait ça devant un miroir? Ça y est, Bailey et Amber vont bientôt être opérés des amygdales. Mais je me demande quelles amygdales seront les plus grosses. Allons voir ça. Nous sommes en salle d'opération. Tout ça est passionnant pour moi. Nous sommes autorisés à entrer au bloc pour regarder l'opération, ce qui est formidable. Mais c'est particulièrement génial parce que c'est une opération que j'ai subie, mais que je n'ai jamais vue. La première à se faire retirer les amygdales, c'est Amber. Elle est profondément endormie et l'équipe est prête à démarrer. Anand est en train d'attraper l'amygdale et il la soulève de la poche du muscle sur laquelle elle repose. C'est presque comme une tige. Ensuite, il utilise une pince électrifiée pour tirer doucement l'amygdale hors des tissus qui l'entourent. Et c'est presque comme quand on enlève la peau sur un morceau de blanc de poulet. Il faut trouver la bonne direction dans laquelle tirer et soulever. Donc ça, c'est l'amygdale de droite.
Et voici la seconde amygdale qui la rejoint. Et voilà. Les amygdales d'Amber sont de la taille de grains de raisin. Celles de Bailey seront-elles plus grosses? Maintenant, la deuxième ablation des amygdales. Cette fois, c'est la chirurgienne Sue Day qui opère. Elle utilise une technique différente. Alors, Sue attrape l'amygdale de Bailey, puis elle utilise une sonde ingénieuse qui brûle les tissus pour pouvoir retirer l'amygdale. Et voici la première, suivie de près par la deuxième. Comme on s'y attendait, elles sont très grosses. Comment sont les amygdales de Bailey en comparaison de celles d'Amber? Celles d'Amber ont l'air très infectées. Elles étaient presque grumeleuses. Oui, grumeleuses, un peu ratatinées. C'est fréquent après de nombreux amygdalites. Mais celles de Bailey sont visiblement plus grosses. Regardez maintenant. On ne voit plus de grosses amygdales. Bailey et Amber n'auront plus d'infection ou de douleur désormais. C'est terminé. 2 amygdales enlevées. C'est une opération très simple. Tout est fini en moins d'une demi-heure. C'est absolument impressionnant. Quelle quantité de salive un être humain produit-il dans toute sa vie? Est-ce A, assez pour remplir 500 baignoires? B, assez pour remplir une chasse d'eau? Ou C, juste assez pour verser sur les céréales du matin? La bonne réponse est la A, assez pour remplir plus de 500 baignoires. Ça représente presque 40 000 litres de salive. On ne vous cachera jamais les trucs dégoûtants. Alors préparez-vous à voir des trucs dégoûtants assoiffés de sang. Voici l'enquête. Aïe! Ceci est une sangsue, une espèce de ver. Alors que nous n'avons qu'un cerveau, la sangsue en a 32. Alors que nous avons 32 dents, la sangsue en a 125. Elle se nourrit essentiellement de sang. En ce moment même, je lui fournis son déjeuner. Le temps qu'elle passe sur mon bras, elle va absorber mon sang à hauteur de 5 fois son poids. C'est un peu comme si moi, je mangeais une petite vache, sabots, cornes et tout le reste compris. Donc ce sont des goinfres. C'est dégoûtant. Ces créatures peuvent en fait sauver des vies rien qu'en suçant notre sang. Pour boire, cette sangsue m'a mordu et sa salive va atteindre mes veines et y diffuser une substance chimique qui va fluidifier mon sang et l'empêcher de coaguler. C'est cette caractéristique de pouvoir fluidifier le sang que les chirurgiens utilisent en médecine moderne. Imaginons que vous vous coupiez le bout du doigt. Un chirurgien peut encore recoudre le doigt, mais si des caillots de sang se forment à l'intérieur du bout du doigt coupé, le sang frais ne pourra plus entrer et il tombera. Cependant, ce que les docteurs peuvent faire, c'est attacher une sangsue au bout du doigt et les mêmes substances chimiques qui permettent au sang de circuler dans la sangsue sur mon bras dissoudront le caillot et aideront le sang frais à circuler dans le bout du doigt recousu. Aucune machine high-tech ni aucun médicament ne réussit à le faire aussi bien qu'une sangsue. Elles sont si importantes qu'on en fait l'élevage. Pendant que celle-ci se régale, allons voir les autres. Voici Carl Peters Bond. C'est un roi de l'élevage de sangsues. Il en a 30 000 dans ses cuves actuellement. Comment elles se reproduisent? Les sangsues sont à la fois mâles et femelles et peuvent se reproduire simultanément. Un garçon d'un côté, une fille de l'autre. C'est une fécondation croisée. Donc quand 2 sangsues s'accouplent, elles tombent enceintes toutes les 2, ce qui est franchement étonnant. Regardez leur bébé. Voici un nid de sangsue. Lorsque la sangsue pond ses œufs, ça fait comme un petit cocon blanc. C'est spongieux. Donc, ce sont les sangsues qui les ont fabriquées et on peut voir l'espace vide en haut, mais aussi les sangsues qui se trouvent en bas. Je vais ouvrir la capsule. Ça grouille de sangsues. C'est le pire œuf surprise du monde, hein? Oui. C'est tout à fait fascinant. Mais j'en reviens pas à quel point c'est dégoûtant. Et je suis assez distrait par le fait que j'ai toujours cette énorme sangsue qui se nourrit sur mon bras. Qu'est-ce qui se passera quand elle sera repue? Elle va juste tomber et le trou laissé va saignoter pendant une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures? Génial, personne ne m'avait prévenu. J'aurais aimé le savoir. Après 1h30 sur mon bras, elle est repue et on voit bien qu'elle a fait saigner mon bras. Je vous explique. Si vous vous tranchez le doigt et qu'un chirurgien le réattache, ce sont les substances chimiques qui me font saigner en ce moment qui permettront à du sang frais de circuler dans les vaisseaux du doigt recousu. Elles ont beau être des goinfres et franchement dégoûtantes, elles n'en restent pas moins des guérisseuses exceptionnelles. Regardez comme elle a grossi. Elle est vraiment 5 fois plus grosse. Elles sont attachantes, je dois dire. Littéralement. Notre prochain patient passait une journée banale. Mais maintenant, voilà qu'il se retrouve aux urgences. Allons le retrouver.
Voici Taig, 5 ans, qui porte un magnifique bandage autour de la tête. Je me suis cogné la tête sur la grille de l'école. J'ai eu très mal. Ça ne m'étonne pas. Comment il a fait pour se cogner la tête à la grille de l'école? Pendant la récréation de midi à l'école, Taig courait vite, très vite. Plus vite que le champion olympique Usain Bolt. Je te crois pas. Bon, pas aussi vite. Mais il courait si vite qu'il a traversé 3 pays en 3 secondes. Il a fait le tour du monde, en orbite. Je te crois pas. Bon, j'exagère. Rien ne l'arrêterait, mais il a glissé et a fait un vol plané pour finir contre les grilles. Aïe. Il y avait du sang partout. Ouh, en effet. Voici Vanessa Merrick. Elle va soigner Taig. Bon, on va commencer par nettoyer la plaie. Ça a l'air assez profond. Il faudra peut-être faire quelques points de suture. Il présente une grosse coupure sur le côté droit de la tête. Attention, ça peut être impressionnant. La coupure a traversé la peau de sa tête et la couche de graisse en dessous, et jusqu'aux muscles et même l'os. C'est pour ça qu'il va falloir faire des points de suture pour refermer tout ça. Il faut d'abord anesthésier la tête pour que Taig ne sente pas les points. Laura, l'infirmière, endort la peau avec un gel anesthésiant. Dr Vanessa injecte ensuite un anesthésiant plus fort et plus en profondeur. Ainsi, Taig ne va rien sentir. Je fais un essai. Tu sens ça? Quoi? Ça veut dire non. C'est parfait. Maintenant que la tête est anesthésiée, on peut recoudre. Les points de suture ne sont nécessaires que lorsqu'une blessure est très profonde. Ils permettent de recoudre les 2 parties pour que ça guérisse bien. Dans ce service d'urgence, 100 mètres de fil sont utilisés chaque année. Ça représente 200 tours de la tête de Taig. Je pose ça sur ton œil, mon grand. Ça ne te gêne pas? Pour finir les soins, l'infirmière applique un gel spécifique qui va souder la blessure pour optimiser la guérison et prévenir une infection. Ça s'est bien passé, pas vrai? Maintenant qu'il est recousu, Taig peut rentrer chez lui. Au revoir.